Eh bien, bonsoir à tous, on va pouvoir commencer. Let's go. Alors, on va faire un petit. Je vais ping mes chers listeners de la radio. Euh, tic, tic, tic. Alors, j'en profite puisque je vois que vous êtes un petit nombre connecté. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Voilà. Et l'émission commence dans 2 minutes dès que j'ai posté mon message. Tac, tac. Comme Sergio. Et voici. Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission de La Console, l'émission qui interviewe les experts pour bien apprendre à gérer ses projets Minecraft. Et notre thématique du jour, c'est créer un jeu dans un jeu. Et on est donc avec Pourtoutix, qui va nous parler du coup, avec qui on va discuter de ce thème du jour. Pourtoutix, bienvenue à toi. Merci. Et je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Alors, par quoi commencer Alors, qu'est-ce que je fais dans Minecraft déjà? Peut-être c'est la chose la plus importante. Donc, je suis administrateur et développeur du projet et serveur Bastion MC. Donc, c'est un serveur mini-jeu. Voilà, donc ça fait... Est-ce que je rentre dans les détails tout de suite ou pas? C'est à toi de me dire... je t'entends. Eh bien, comme tu veux. À toi de voir. Après, commence plutôt à présenter d'abord plutôt ton expérience Minecraft dans les grandes lignes, et ensuite ton parcours, que ce soit Minecraft ou IRL si tu veux. Ok. Alors, pour ce qui concerne l'expérience Minecraft, c'est une expérience, ça a commencé il y a un petit moment déjà, donc ça fait environ une dizaine d'années que je m'intéresse à tout ce qui est développement Minecraft et gestion de serveurs, voilà, dans la globalité. J'ai commencé comme tout le monde un petit peu en tâtonnant, tu vois. Je voyais qu'il y avait des choses qui se faisaient sur Minecraft, j'ai commencé à avoir envie de faire la même chose. Donc tu commences, tu fais des petits tests au début. Tu découvres un peu la configuration de serveur et puis très vite, souvent on est amené aussi à tester le développement. Et donc j'ai totalement accroché avec le développement et au fur et à mesure des années, j'ai pris en expérience, j'ai pris en niveau de développement. Parce que si on se rappelle, il y a des gens peut-être qui se rappellent de ce qu'on était capable de faire à l'époque. Ça pouvait être assez honteux, hein, mais il faut passer par là, Et donc, voilà, au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure des années, on apprend plein de choses sur la gestion de serveur, on apprend plein de choses sur le développement. Et puis, donc aujourd'hui, on a ouvert une bêta sur un serveur mini-jeu, donc Bastion MC. Et on a... Voilà. Non, je pense que je vais m'arrêter là. J'en ai assez dit. Eh ben ça marche, c'était très précis. Est-ce que tu veux compléter sur ton parcours un peu plus IRL ou pas? C'est comme tu veux. Oui. Alors, je suis un peu un ancêtre de Minecraft. J'ai connu Minecraft à ses tout débuts. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, étant donné que je suis un petit peu plus âgé que la moyenne d'âge, je taffe, je suis enseignant. Je suis enseignant de maths en collège, voilà. Et enseignant de maths, évidemment, si tous ceux qui nous écoutent sauront qu'il y a un petit lien entre maths et développement. Généralement, il y a des atomes crochus entre les deux. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Alors je rebondis du coup. Donc ton projet actuel c'est Bastion MC, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, qui est un serveur mini-jeu. Alors mini-jeu, comme ça on pourrait se dire c'est peut-être étonnant en
en 2025, après la chute de pas mal de serveurs mini-jeux, on en parlait aussi lors de la dernière émission du Minecraft français qui commençait, qui perdait certains vieux serveurs legacy, on va dire. Je pense à Epicube, Funcraft, OneCube qui n'a pas marché, Wintels qui étaient aussi eux des serveurs mini-jeux. Une certaine impression de voir beaucoup moins de serveurs mini-jeux, donc en sachant que les gros ferment au profit du coup plutôt de serveurs SMP ou Skyblock. Je pense par exemple à des serveurs comme Evolucraft, Chunklock ou ce style de serveur. Et vous, du coup, avec Bastion, vous venez avec ce pari de renouveler un petit peu ce monde du mini-jeu qui est peut-être un peu en crise. Effectivement, c'est un sujet. C'est vrai que c'est un peu la mode en ce moment. Enfin, c'est plus la mode en ce moment, effectivement. Les échecs dont tu as parlé, ça peut faire peur. Après, nous, ça nous fait pas peur. Peut-être pour revenir au début, en fait, le premier serveur. Donc, c'est vrai que je me suis présenté, mais j'ai pas présenté le deuxième admin de notre projet, donc qui s'appelle Mathis. On se connaît depuis ces 10 années, en fait, et notre tout premier serveur, ça a été ensemble. Et ce tout premier serveur, c'était un serveur mini-jeu. En fait, on a toujours adoré ça. Et finalement, en fait, on s'est même pas posé la question est-ce que c'était faisable, enfin, est-ce que c'était la mode ou non en ce moment sur Minecraft. On avait envie de le faire, et donc on l'a fait. Voilà. Et on est prêt à relever tous les défis. On est certain que ça va marcher. Pourquoi ? Parce que on y met tous les efforts, on fait tout on donne tout notre possible pour réussir. Et je pense que ça va marcher. Pour le moment, de ce qu'on a vu, ça intéresse beaucoup les gens. Alors, qu'est-ce qui intéresse les gens ? En fait, c'est surtout l'originalité, je trouve. Un des maîtres mots de notre projet, c'est vraiment l'originalité. Parce que, pour nous, ça sert à rien de faire un serveur mini-jeu si on propose la même chose que tous les autres serveurs mini-jeux. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on va proposer un jeu, qu'on va développer un jeu, on va vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on peut apporter justement au Minecraft français mini-jeu ? Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau ? Qu'est-ce qui pourrait plaire aux joueurs ? Qu'est-ce qui pourrait pas plaire ? Alors d'ailleurs, on a des petits échecs, parce que là actuellement on a 5 jeux développés, mais en fait si on regarde un petit peu plus loin, on a 9 jeux développés, dont 4 qu'on n'a pas gardés, tu vois. Et voilà, donc en fait c'est vraiment ça l'idée, c'est de révolutionner. Après, les serveurs dont tu as parlé et qui ont échoué entre guillemets, enfin, je sais pas si on peut dire entre guillemets, je m'y connais assez peu. Je les connais assez peu. Alors, on pourrait me le reprocher, mais moi je vois ça comme une force. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai peut-être dévié un peu. Non, bah écoute, c'est parfait, t'as bien rebondi. Alors, je repars sur ce que tu as dit. Tu parles du coup d'originalité. Toi, tu vois ça comment, du coup, par rapport aux autres, aux gros anciens projets, ou même plus petits, finalement, de serveurs mini-jeux. Comment tu fais pour parce qu'on pourrait se dire bon ben les serveurs mini-jeux c'est dans les tout premiers serveurs qui ont commencé à exister. T'as l'impression parfois que tout a été fait, toutes les possibilités ont été explorées. Comment tu trouves l'originalité encore en proposant des jeux tout nouveaux quoi finalement? Alors, l'originalité, c'est un mélange de choses, je pense. Quand je parle d'originalité, j'inclus aussi le fait de retravailler certaines idées qui ont marché ou non à l'époque. J'en reparlerai peut-être plus tard. Donc vraiment, j'ai 2 catégories pour moi. J'ai vraiment cette catégorie de faire du neuf avec du vieux. Pour moi, ça fait partie de la catégorie originalité. Parce que tu vas proposer quelque chose qui a déjà existé,
mais pas sous cette forme-là. Et tu as la catégorie originalité où vraiment ça va être création de quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, ça englobe plein de choses. Ça englobe des idées, mais des idées en termes de gameplay, et ça englobe aussi des idées en termes de développement. Parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais développer sur Minecraft, on peut faire énormément de choses sur Minecraft. On a l'impression qu'on peut tout faire, mais on peut tout faire et on peut pas faire grand-chose à la fois. Donc ça, on pourra en parler plus tard si tu veux. Donc c'est un mélange de choses. C'est avoir des idées et est-ce que ces idées, je peux les réaliser? Est-ce que ça va plaire aux joueurs? Alors est-ce que ça va plaire aux joueurs? La question finalement, elle est assez simple. Hein. C'est-à-dire que tu vas passer 100 heures à développer un squelette de jeu et puis tu vas voir si ça plaît à des gens. Si ça plaît pas, soit tu essaies d'améliorer, soit tu mets le jeu à la poubelle. Hein. Et peut-être comment arriver à des idées de mini-jeux? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si cette question t'intéresse. Bah écoute, pourquoi pas? Et en prenant la question de manière plus globale, on pourrait se dire, ok, aujourd'hui sur Bastion MC, c'est quoi les étapes quand vous vous mettez à créer un jeu finalement? Je pense que l'originalité, je la vois plus comme un espèce de déclic. Tu vois, un peu comme une idée que tu as du jour au lendemain. Et on a eu plein d'idées. Une fois qu'on a une idée, on va réfléchir. Est-ce que ça semble faisable? Est-ce que ça intéresserait des gens? Et je pense que c'est plus de l'ordre de l'idée, il y a un truc que tu vas voir, tu vas te balader dans la rue, tu vas voir un truc qui te fait dire, mais en fait, je peux en faire quelque chose. Et j'abuse pas du tout quand je dis ça. Hein. Par exemple, on a 2 jeux actuellement qui sont basés sur des jeux de cours de récréation, en fait, tout simplement. Voilà. Donc le premier, c'est une balle au prisonnier, le deuxième, c'est un poule renard vipère. Et finalement, un jour, on s'est dit, mais les jeux de cours de récréation, ça sort pas de nulle part. Ça amuse des enfants, certes, mais pourquoi on pourrait pas le retranscrire sur Minecraft, tu vois? Et finalement, en fait, en ouvrant les possibilités à plein de choses, à tout ce qui t'entoure au quotidien, finalement, tu peux avoir des idées qui surgissent d'un coup comme ça et te dire, mais en fait, ça ferait un truc vachement intéressant. Et il y a aussi une autre façon de voir les choses. L'originalité, les idées, tu peux aussi les trouver dans Minecraft et l'évolution de Minecraft. Par exemple, pour notre prochain jeu, on a vu avec les dernières versions de Minecraft qu'il y avait certaines fonctionnalités qui n'existaient pas avant. Donc par exemple, je vais spoiler un peu, mais il y a le scale, je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, les attributs. Genre tout ça, ça va avec la nouveauté des attributs. Les attributs, en fait, ils existaient déjà avant, mais ils ont rajouté certains attributs, notamment le scale. Et à la base, tu vois, j'avais pas trop suivi les dernières versions, et je vois mes potes qui commencent à s'amuser à faire des slash scale, tu vois, à se mettre en taille je sais pas combien. Alors, En fait, pour expliquer à nos auditeurs, le slash scale, c'est une commande du coup qui est depuis la 1.21.4, si je me trompe pas, qui permet de toucher à sa taille en fait, et du coup de devenir géant ou tout petit. et simplement, quand tu vois un truc comme ça, tu te dis, mais est-ce que je peux pas en faire quelque chose? Est-ce que je peux pas en faire quelque chose? Euh, et finalement, on s'est dit, à partir de ça, on va essayer de trouver une idée. Et donc c'est là que tu commences à réfléchir, à mettre des choses ensemble. Tu choisis, tu réfléchis, est-ce que tu ferais un jeu par équipe? Est-ce que tu ferais un jeu solo? Est-ce que tu ferais un jeu compétitif, PVP? Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas accumuler un certain nombre de choses et tu vas avoir un spectre. Et avec ce spectre-là, tu vas pouvoir déjà vraiment voir en tête ce que ça peut donner, tu vois. Donc tout un tas de petites choses que tu vois tous les jours voilà, tu parles avec des potes, t'as un pote qui peut te donner une idée aussi. Le poule renard vipère, c'est aussi une idée qu'on nous a donnée. En fait, je pense que pour l'originalité, en fait, il faut tester des choses. Et quand tu testes des choses, en fait, t'arrives à faire des jeux finalement qui peuvent intéresser les gens, je pense. Voilà.
Bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, du coup, pour cette là-dessus, c'est intéressant. Oui, comme quoi, tout commence par l'idée et pour le coup, oui, ça arrive de partout et parfois même au moment où ça tombe le moins. Et une fois que vous aviez cette idée, du coup, c'est quoi la seconde étape? Ah bah la seconde étape, c'est le développement. De toute façon, en fait, ce que tu vas faire généralement, c'est que si tu as une idée, je vais te prendre un exemple d'un de nos jeux. On a un FPS, donc un jeu de tir. Et en fait, la première chose que tu vas essayer de faire, c'est il faut que j'arrive à développer un mécanisme que je pourrais réutiliser dans ce jeu de tir. Et quand tu développes ce mécanisme, donc c'est vraiment pas tu développes le jeu, tu développes un mécanisme. Et ce mécanisme, tu vas dire, ok, finalement ça marche, et là je vais pouvoir faire mieux avec. Donc c'est ça la deuxième étape, c'est voir la faisabilité et te dire finalement, ok, je peux faire un système qui gère ci, ça et ça. Tu fais vraiment par étapes. Le mécanisme, c'est très important parce que si tu fais les choses dans le sens contraire, finalement, tu vas faire ta gestion d'équipe, tu vas faire ta gestion de tout le reste, et puis tu vas te rendre compte que ton mécanisme, en fait, il n'est pas du tout viable. Et alors Bien là, sûr. bon courage pour toutes les heures perdues. Et c'est assez fun aussi, hein, quand tu as tes idées et puis que tu essaies de les retranscrire, même à l'arrache, en termes de développement, je parle, bah, c'est assez fun, tu testes des trucs, tu vois des mécaniques que tu n'avais jamais vues, tu vois des interactions, parce que Minecraft nous fait de belles surprises des fois, tu vois des interactions que tu connaissais pas, ou des trucs comme ça. Donc tout ça, les interactions, les mécaniques, donc tout ça dans le dev, hein, finalement. Ouais, dans le dev, bah, finalement, dans le dev, oui, mais c'est plus sur Minecraft. C'est comment le dev, finalement, t'amène à avoir des interactions un peu cheloues des fois dans Minecraft. Parce que je peux vous dire qu'il y en a, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. T'aurais un ou deux exemples comme ça? Ah, mon grand ennemi sur Minecraft, c'est les projectiles. Ah, les projectiles. On pourra en dire des choses sur les projectiles, hein. Comme j'ai Oui, dit ça tout à l'heure, tu vois, ayant fait des maths, étant prof de maths, je connais pas mal tout ce qui est vecteur et ces choses-là. Donc, peut-être pour ceux qui connaissent pas, les vecteurs, c'est comment dire? Un vecteur, c'est quelque chose qui symbolise un mouvement. Donc, ça veut dire, par exemple, si tu lances une flèche, ton vecteur, ça va être une flèche. Alors, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple. Si tu lances une boule de neige, ton vecteur, ça va être une flèche qui montre dans quelle direction ta boule de neige elle part. Et donc, tu vois, toutes ces choses-là, je connais. Et pourtant, quand tu arrives dans Minecraft, tout ce qui est vecteur, tout ce qui est collision, tout ce qui est, tout ce qui est gestion de projectiles, ça devient tout de suite un peu le bordel. J'ai un exemple qui me marque à chaque fois, c'est que un projectile qui tape contre un mur, au moment de sa mort, il se trouve pas exactement là où il y a eu l'impact, il se trouve à 3 km derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'en fait, ils appliquent encore au moment de la mort, ils appliquent la force du projectile, et du coup, le projectile, il se retrouve encore derrière. Ah oui, donc en fait, il continue de bouger malgré le fait qu'il soit décédé, Ouais, en fait. Enfin, exactement. Enfin, selon l'angle ok. et tout. Et ça, c'est le genre de truc, mais ça fait péter des câbles. Mais on apprend à faire avec, tu vois, mais... Donc voilà, c'est pour ça, c'est pour dire que des fois, t'as des mécanismes en tête, mais ça se passe pas du tout comme prévu. Mais, parfois, finalement, tu te retrouves avec des espèces de bugs de Minecraft, et finalement, ça t'arrange parce que ça te donne l'occasion d'avoir une mécanique un peu originale, tu vois. Et Oui, bien sûr. un autre truc sur les projectiles qui est absolument mais insupportable, c'est que ton projectile, si tu lui donnes une vitesse plus grande qu'un certain nombre, ton projectile, il va partir totalement en sucette, tu vois. Mais attention, il va pas partir en sucette du point de vue client, du point de vue serveur,
C'est-à-dire que pour le serveur, le projectile, il va bien aller tout droit, tu vois. Alors que le joueur, lui, il va avoir un projectile qui part totalement n'importe comment. Bon, c'est toutes des petites accumulations de choses comme ça qui rendent les choses difficiles. Le On jeu pourra nous en parler réserve. longuement. Ouais, je me doute, les jeux nous réservent de ces surprises. Alors, je vais me poser la question comme ça, entre la première étape du coup sur l'idée et cette deuxième du coup sur aller commencer à développer, trouver les mécaniques en premier lieu. Euh, Est-ce que parfois vous essayez de faire plutôt une étude un peu plus longue, se dire peut-être une phase plus poussée de brainstorming, peut-être, de réflexion. Honnêtement, pas du tout. En fait, pour moi, le plus grand marqueur, ça va être est-ce que les joueurs aiment jouer? Et en fait, tu sais pas si les joueurs aiment jouer tant que t'as pas fait jouer des joueurs. J'ai dit beaucoup le mot jouer, joueur, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Tant que t'as pas testé, en fait, tu peux pas savoir. En fait, des fois, t'as des trucs, t'as l'impression que ça va plaire à personne. Le poule renard vipère, par exemple, on a eu l'idée, on l'a développé, j'étais ultra convaincu de l'idée. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est nul. Je me suis dit, vraiment, c'est nul. Ça va pas marcher. Ben, figure-toi que au moment où on a ouvert la bêta, où des gens ont commencé à jouer dessus, ben, les gens ont adoré. Donc, je pense que tu peux te faire tous les scénarios que tu veux dans ta tête. Tu peux faire tous les brainstorming que tu veux dans ta tête. Tu sauras jamais si vraiment ça va marcher le truc. Tant que t'as pas testé. Donc Ok. c'est du temps que tu peux perdre, hein. Comme je te disais tout à l'heure, on a 4 jeux qu'on a mis à la poubelle, tu vois. Mais Et donc c'est mis pour à la le. poubelle parce que ils n'ont pas atteint l'intérêt des joueurs, quoi, finalement. Oui, et en fait, finalement, au bout d'un moment, on s'est même rendu compte nous-mêmes que ça avait plus de sens de continuer parce que on s'est rendu compte nous-mêmes qu'il allait avoir des problèmes. Et puis, le peu de joueurs qui ont testé ces jeux-là, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois, ils sont polis. Ils sont polis. Ouais, Tu je vois vois ce où que je tu veux veux dire. en venir. Après, Ok. c'est pas une perte de temps. C'est pas une perte de temps parce que généralement, comme je te disais, avant de faire un jeu, tu fais un mécanisme. Et les mécanismes, tu peux les réutiliser ailleurs. Oui. Pour donner un exemple, le FPS, en fait, avant d'avoir le FPS, j'avais développé un jeu d'avion avec les vraies physiques d'avion, des mitrailleuses au bout de l'avion et tout pour tirer. Bah, finalement, j'ai pu réutiliser ce système pour faire des flingues, quoi. Ouais, je vois. Donc tout n'est pas Alors, perdu. jeu d'avion, ça me fait penser je sais plus le nom, mais les vieux jeux d'arcade vus du dessus où t'as ton petit avion que tu contrôles sur l'écran et où Ouais. t'as les Ah. vaisseaux ennemis qui apparaissent. Non, non, c'était vraiment un jeu d'avion 3D première personne. Ok. Bah ça, tu vois, avant de tester, en fait, tu peux pas savoir avant. Parce que c'est des trucs, tu pourrais l'envisager, mais quand t'es dedans, tu fais tout pour que ça marche, tu vois. Mais en fait, on s'est rendu compte que sur Minecraft, ben, la vision, comment dire, le champ de vision, il est tellement pas adapté pour ça que finalement, quand t'es un avion qui chasse un autre, bah, déjà, c'est pas fluide. Le joueur, tu le vois un peu loin. C'est bizarre les mouvements de caméra et tout. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas adapté. Mais ça, tu peux pas trop le pressentir avant. Ou alors, il faut avoir fait quelque chose qui ressemble auparavant. Mais c'est pas des choses forcément que tu peux voir tant que t'as pas testé. Ouais, je Voilà. vois. Vraiment, le maître mot pour moi, c'est tu testes et tu vois si ça marche. Ok, je comprends. Et donc, bah, c'est peut-être justement ça, c'est cette troisième étape. Du coup, après les mécaniques, du coup, tu pars directement sur du test. Ouais. Tu fais des tests. Bah, au début, les tests, c'est à petite échelle, hein. Tu contactes un pote, je contacte mon collègue Mathis et je lui dis bah vas-y, on va tester ça, ça, ça. Et après, malheureusement, bah,
quand tu testes ces mécaniques, tu sais pas toujours forcément si le jeu va marcher. C'est vraiment quand t'as un jeu assez terminé, on va dire, que là tu peux te rendre compte si les choses marchent ou pas. Bon, si t'as une mécanique qui marche pas, tu vois tout de suite, quoi. Mais quand t'as un truc, quand t'as un début de jeu, t'as l'impression que ça va, tu sauras vraiment pas avant d'avoir testé dans sa version à peu près finale. Bon, voilà. En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas s'il est partagé, mais c'est mon avis. Je vois. Et du coup, c'est déjà arrivé de jeter finalement un jeu à une étape très tôt, du coup? Peut-être dès la première mécanique se dire non, bah finalement ça tient pas, ou en général ça va, ça se passe bien quand même? Oui, c'est arrivé, c'est arrivé. Alors après, j'ai plus d'exemples précis en tête, mais oui, c'est arrivé. J'ai plus d'exemples à te donner. Et voilà. Ok, donc vous testez en petits groupes, et, et par la suite ça part directement sur le serveur du coup, à tester avec les joueurs? Ouais, c'est ça. Après, du coup, quand t'es convaincu du système de jeu, ce qui va se passer, c'est que bah, tu vas terminer le jeu. C'est-à-dire que tu vas faire tous les mécanismes un peu parallèles. Alors les mécanismes parallèles, ça va être tout ce qui est statistique, tout ce qui est détection de victoire. Alors je sais pas si tu vois ce que je veux dire par détection de victoire. Oui. Bah, pour tout le monde, c'est juste comment je sais que mon jeu est terminé. Ça a l'air de rien comme ça, mais Les différentes conditions. voilà exactement. Ça a l'air de rien, mais c'est du taf tout ça, hein, parce que c'est plein de petits trucs, c'est plein de petites choses qu'il faut assembler et qui doivent être toutes reliées les unes aux autres, hein, parce que tout est relié finalement dans un jeu. Et une fois que t'as ton jeu qui est terminé, donc t'as encore une autre étape après. C'est là que tu joues vraiment avec des gens. Et c'est là que tu remercies les gens parce qu'en fait, les gens, ils te donnent plein d'avis sur ce jeu. Je vais pas parler des bugs et tout ça. Les bugs, voilà, il y a des bugs et on les corrige, tu vois. Mais en termes du jeu lui-même, le jeu, il va toujours évoluer très positivement à partir du moment où tu as des gens extérieurs qui testent. Chaque jeu qu'on a développé, on est arrivé à un stade où on s'est dit, où t'as un de nos contacts qui nous a dit ouais, ce serait bien d'ajouter ça, ce serait bien d'ajouter ça. Et finalement, au fur et à mesure du temps, tu rajoutes des trucs, t'enlèves des trucs, et t'arrives à un très bon résultat si ça plaît aux joueurs finalement. Et on remercie toute la communauté, tous les gens qui nous ont aidés, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et grâce à eux, on a réussi à faire des très belles choses, et ça va continuer. Voilà. Bon bah alors super. J'espère que ça continue dans ce sens. Voilà, j'ai oublié ma question. Je voulais poser une question, je l'ai plus. Ok, ouais, donc voilà, finir le jeu, donc tout ce qui est détection de victoire, j'ai retrouvé ma question. Au final, est-ce que je me demandais c'est quoi au final est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prend plus de temps entre les mécaniques ou au final les petites finitions de détection de victoire, de stade, de tout ça? C'est difficile à dire, c'est très difficile à dire. Je pense que tout se vaut, et l'accumulation de petites choses annexes, on va dire, comme tout ce qui est stats, tu disais, bah, ça prend du temps. En fait, c'est des choses qui sont pas difficiles, mais qui prennent beaucoup de temps. Parce que des stats, par exemple, je te prends l'exemple des stats, tu penses pas toujours à tout au début. Faut rajouter, faut modifier parce que t'as pas pensé à faire ça. Il y a aussi l'exemple des configurations. Tu vois, généralement, ce que tu fais dans un jeu, c'est que pour qu'il soit le plus facilement malléable possible, bah, tu fais un fichier configuration où tu recenses toutes les valeurs qui sont susceptibles d'être changées. Je vais faire très simple. On fait pas vraiment ça, hein, mais je vais faire très simple, un exemple qui parle à tout le monde. Mais tu peux mettre le nombre maximum de joueurs ou toutes ces choses-là. Tu mets tout dans un fichier et à partir de ce fichier, tu pourras configurer ton jeu au maximum, tu vois. Et tu pourras changer quand tu veux, en fait.
Et ben, ça aussi, c'est des choses qui prennent du temps parce que tu vas ajouter un truc, tu vas enlever quelque chose, tu vas te rendre compte que finalement, tu ajouterais bien une petite configuration pour dire oh, la distance maximale à laquelle je vois les joueurs, c'est ça. Oh, les dégâts de l'épée, c'est ça, tu vois. En fait, toutes ces choses-là, ça prend beaucoup de temps. Oui, Et forcément, tous les petits ajustements, oui, c'est les ça. petits ajustements finaux. D'autant plus que quand une fois que tu testes et que tu as le feedback des joueurs, parfois tu reviens encore dessus, quoi. Ah ouais, mais tu reviens tellement souvent sur ce que tu fais. Et je parle même pas d'équilibrage, là, je parle vraiment de jeu. Parce qu'on pourrait parler de l'équilibrage, mais l'équilibrage, c'est un truc qui fait peur aussi. Ça fait peur. D'ailleurs, là, on va mettre en place un système de métriques, parce que comme ça, tu peux pas équilibrer un jeu juste en regardant des joueurs jouer. Mais ouais, ça fait ça donne beaucoup de travail. Et en plus, souvent, c'est le plus fastidieux, parce que c'est des choses, bon, tu rajoutes une variable, tu donnes un nom à ta variable, tu donnes une valeur et tout. Ça prend du temps, c'est un peu pénible. Alors que travailler sur des mécanismes, c'est super intéressant pour le coup. Généralement, c'est là que tu vas avoir un peu du challenge de développement, c'est là que tu vas pouvoir faire preuve de créativité ou des choses comme ça. Et donc toi, aujourd'hui, c'est cette étape qui te plaît le plus, quoi, à s'axer vraiment sur développer du mieux possible les mécaniques. Ouais, bah c'est. Bah, disons que c'est la chose qui change tout le temps. Tu vois, d'un jeu à l'autre, ça va changer. Alors que les stats, les configs, toutes ces choses-là, ça changera pas. C'est des choses qui changeront pas, qui sont toujours les mêmes. Les mécaniques, à chaque fois, en fait, un jeu, c'est un peu un jeu, une mécanique. Et ta mécanique, en plus, il faut la parfaire parce elle est jamais parfaite du premier coup. Je te prends l'exemple du FPS. Alors, le FPS, je te dis même pas le nombre d'heures que ça m'a pris pour faire un truc bien. C'est énormément de travail. Tu commences avec une mécanique, tu te rends compte que ça, c'est pas tout à fait bien. Je te donne un exemple. On a beaucoup travaillé sur les projectiles. Ah bah, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais les projectiles, comment tu veux voir tes projectiles? Est-ce que comment tu gères la dispersion? Comment tu gères toutes ces choses-là? Bah, finalement, tu pars d'un truc, tu pars d'une esquisse et ensuite, tu complètes au fur et à mesure du temps. Et c'est très intéressant. J'ai un autre exemple de mécanisme qui m'a pris un temps phénoménal. C'est que on a fait un jeu de balle aux prisonniers. Et du coup, j'ai fait un mécanisme de balle qui rebondit. Donc, qui rebondit sur les murs, sur les joueurs et sur les balles. Donc, une balle qui rebondit contre une balle. Mais alors, quel enfer! C'est super intéressant, mais. Ah ouais, c'est super intéressant. Et ça te challenge énormément, contrairement à tout le reste. Ouais, donc c'est vraiment ça ce que tu recherches, quoi. C'est quelque chose qui soit vraiment challengeant, qui Ouais. te qui te pousse dans tes retranchements, quoi, finalement. C'est ce qui est le plus intéressant, de toute façon. Et donner des noms à des variables, bon, ça va 2 minutes, quoi. Faut le faire, hein, mais ça va 2 minutes. Tu apprends beaucoup aussi quand tu fais des mécanismes complexes, tu apprends énormément de choses. Et finalement, ça te fait gagner du temps sur tout ce que tu développes après, parce que il y a des choses que tu comprends au fur et à mesure. Les projectiles, encore une fois, maintenant, je connais très bien. Et tu vois, si j'avais un autre jeu à faire, là, ça marcherait mieux. Ouais, Et voilà. j'imagine. Ok, ouais, donc vraiment ce côté challengeant et gratifiant, je comprends tout à fait. Ouais. Alors, Je tu me pense que parles de différents jeux, oui. si j'avais juste des stats et des configs à faire, je t'avoue que j'aurais arrêté depuis longtemps, hein. Ouais, je comprends. Ouais. Et d'ailleurs, petite précision, hein, mais on parle de jeu parce que c'est le thème de la soirée, mais un serveur mini-jeu, c'est tellement plus que ça. Tu vois, mon collègue Mathis, il taffe sur toute l'infrastructure et il y a tellement de travail et pour le coup, c'est hyper compliqué, hein. Donc voilà. C'était juste pour dire, ça se résume pas à ça. Et Bah, pour j'imagine. mentionner mon collègue. C'est bien que tu le mentionnes. Du coup, c'est quoi votre workflow? Comment vous travaillez ensemble finalement sur le projet?
et ben on se complète parfaitement parce que, alors lui, il sait tout faire. Lui, c'est un crack, il est trop fort. Il sait tout faire. Mais la répartition de nos tâches, c'est assez simple. Moi, je vais gérer, en fait, je gère beaucoup toute la partie visible du serveur. Donc, que ce soit les jeux ou le hub, les mécanismes au hub, les trucs comme ça. Et lui, il a énormément géré tout ce qui est infrastructure, tous les systèmes cachés. Donc, gestion des statistiques, mise en cache. Ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps à faire, c'est pas facile. Il a aussi fait toute l'infrastructure du serveur. Alors, je vous dis même pas pour un serveur mini-jeu, hein. C'est des serveurs à la demande, ça veut dire un joueur veut jouer à un jeu, le serveur se crée, il se détruit après que la partie soit terminée et toutes ces choses-là. C'est un taf de fou. Moi, j'y connais rien, hein. Je l'admets à volontiers. Et je pense que c'est le travail le plus difficile d'ailleurs. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la Je question. pense que c'est un travail aussi qui. Enfin, le plus difficile surtout, c'est qu'en fait, ton travail se base sur le sien. Donc son travail a d'autant plus d'importance puisque la qualité de ce qu'il va faire va dépendre de ce que toi après tu pourras proposer dessus en fait. C'est 100% vrai. D'ailleurs, des fois, j'ai des petites périodes de chômage parce que j'attends que quelque chose soit fini et c'est normal, hein, parce que c'est des choses qui mettent du temps à développer, c'est compliqué. Bah, des fois, du coup, je me retrouve à plus avoir grand chose à faire. Alors, je trouve toujours un petit truc à faire par-ci par-là, mais voilà. Mais heureusement, on s'entend extrêmement bien, on se connaît depuis longtemps, donc la coopération est parfaite. Et vous êtes connu à l'occasion du projet ou un peu avant? Oui, à l'occasion du premier projet. D'accord, ok. Ce fameux serveur mini-jeu, je me souviendrai. À l'époque, mon collègue Mathis, il développait un script. Et moi, j'arrivais, je savais pas du tout développer. Je voulais apprendre Java. Donc c'est des bons souvenirs, hein. Des très bons souvenirs. Avec des idées de jeu qui étaient totalement. Avec le recul, c'était totalement nul, tu vois. Mais bon, on Ouais, commençait on a quelque part, hein. Voilà, c'est ça. Moi, t'imagines pas non plus le nombre de projets que j'ai fait. Il y a des projets, je les ai fait inventer et je les fais plus tard, mais avec plus de maturité et et mieux accompagné. Et en fait, parfois, juste la première fois, ça marche pas, mais ça veut pas dire que ça va pas marcher pour toute la vie. En fait, ça veut peut-être juste dire réessaye plus tard. Et c'est ton cas, du coup, de ce que je comprends aujourd'hui, ça a été mon cas, ça a été le cas aussi avec la radio, hein. Pour la petite histoire, Hassan Morkam pourra vous le raconter un jour. Euh, mais ouais, non, c'est sympa. Donc ouais, vous vous êtes rencontrés sur ce premier projet-là. Oui, oui. Et pour continuer sur ce que tu disais, on en a parlé, d'ailleurs, on a discuté de ça il n'y a pas longtemps, mais commencer un projet un premier projet, ça va être vraiment difficile, surtout sur Minecraft, hein. Là, on va parler que de Minecraft, hein. Mais le premier projet, c'est très rare qu'il fonctionne. Parce que t'as trop de choses que tu peux pas anticiper et qu'il faut que tu apprennes. Et c'est des choses qui peuvent coûter, la vie du projet simplement, hein. Que ce soit en termes de capacité de développement, par exemple, que ce soit en termes de gestion de joueurs, que ce soit en termes de gestion de serveurs, de communication, de plein de choses. Si tu veux, j'ai un exemple, hein. On a Avec pendant plaisir. longtemps, il y a 5 ans, on avait développé un serveur faction à 95%, tu vois, avec Matisse. Et en fait, là, on a appris une grande leçon parce que le projet, il a capoté. On a appris une grande leçon, c'est que faire un serveur aujourd'hui Minecraft, en tout cas, c'est notre vision des choses, hein. Bah, pour faire un serveur Minecraft, il faut investir un petit peu d'argent. Je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, en tout cas, c'est notre vision des choses. Et là, rien que le fait d'avoir pu, parce qu'à l'époque, en termes financiers, on ne pouvait pas forcément mettre beaucoup d'argent,
Mais là, rien que le fait d'avoir pu avancer un petit peu d'argent sur certains services, bah, ça a fait toute la différence. Et tu vois, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure du temps. Voilà. Il y a plein d'autres aspects que tu peux pas anticiper forcément dès le premier projet. Oui, bien sûr. Bah, si tu veux, on peut en parler un peu justement de ça, de effectivement, faut investir parce que depuis, ça fait quelques années maintenant aussi on voit un peu de professionnalisation en fait dans le monde de Minecraft Ouais, exactement. euh, sur certains assets qui sont nécessaires en fait sur les serveurs. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de services, faut que j'arrête de dire choses. Il y a beaucoup de services sont indispensables et qui sont devenus, pour la plupart, payants. En fait, à l'époque, comme je disais tout à l'heure, ça fait une éternité que je suis sur Minecraft, hein. J'avais Minecraft au tout début de Minecraft. À l'époque, les projets, c'était souvent un ensemble de personnes qui étaient bénévoles et qui étaient là pour révolutionner le monde de Minecraft un peu. En même temps, il y avait peu de choses qui étaient faites, donc il y avait de quoi révolutionner. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que euh, si tu voulais avoir de la qualité, il fallait souvent passer par l'argent, simplement parce que aujourd'hui, les personnes qui proposent des services, alors, dans un sens, ça permet d'avoir de la qualité, hein, mais les personnes qui proposent des services veulent être rémunérées parce qu'elles passent du temps à parfaire justement leurs services. Si tu veux, je pense il y a 5-10 ans, c'était plus facile de trouver des builders, mais tu n'avais pas forcément la qualité que tu as aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est difficile de trouver des builders. J'entends bénévole, mais mais tu as une bien meilleure qualité aujourd'hui. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et il y a une certaine logique puisque avec année après année, nouveau bloc par nouveau bloc, on va dire, euh, on s'améliore. Euh, Peu importe le domaine, en fait, c'est à force de faire, forcément, on apprend et du coup, oui, forcément, qu'à un moment, ça se complique. Et puis, il y en a, ils ont mis tellement, tellement d'années en apprentissage que on peut comprendre qu'il y en a qui cherchent à monétiser justement tout le temps, tout l'apprentissage qu'ils ont mis, Effectivement, ouais. enfin, tout ce temps, quoi, finalement. Et aussi, il y a un peu un lien avec ce dont on parlait tout à l'heure. Comme tu disais, les serveurs, bon, bah, ça fait quand même un sacré nombre d'années que Minecraft existe. Donc forcément, le nouveau, ça existe plus beaucoup. Donc forcément, les joueurs, ils veulent toujours plus. Parce que finalement, la qualité, ils la connaissent, donc ils veulent toujours plus de qualité. Et finalement, bah, pour avoir toujours plus de qualité, à mon sens, tu es obligé de débourser un petit peu, quoi. Et vous, du coup, justement, au sein de Bastion MSC, euh, parce qu'en plus, dans le cadre d'un serveur mini-jeu, justement, ça tourne beaucoup autour du dev, dont tu t'occupes, ça tourne beaucoup autour de l'infra, dont Mathis s'occupe, mais également du build, puisque ça fait beaucoup de maps à build, parfois plusieurs pour un même mini-jeu. Comment vous y arrivez? Ah bah, du coup, on a des partenaires. Voilà, je vais leur faire une petite pub comme ça, vite fait. On a une team de build partenaires qui s'appelle Luciana, qui nous a beaucoup aidés. Euh, En fait, il s'est trouvé qu'on a fait un échange de services, hein, simplement. On leur a dev des trucs et ils nous ont build des maps. Et ça a bien fonctionné. Après, maintenant, pour le reste des maps, puisqu'on ne peut plus trop procéder comme ça, on leur achète des maps, en fait, simplement. Puisqu'on est partenaire, on a des petits avantages. Mais il fallait quand même trouver une team partenaire. Et c'était pas forcément évident, ça non plus, hein. C'était vraiment pas évident.
Il faut essayer, il faut contacter des gens, et puis au bout d'un moment, tu te fais un petit réseau et tu trouves des personnes compétentes et intéressées. Mais c'était pas donné d'avance. À la base, si tu veux, au démarrage du projet, on voulait absolument recruter nos propres builders, dans le sens où on voulait qu'ils fassent partie de l'équipe, qu'ils partagent le même but que nous. Puis on s'est vite rendu compte que c'était difficile. Parce que c'est vrai que quand t'es fondateur du projet, t'as le projet dans ta tête, tu veux absolument qu'il aboutisse, tu donnes tout pour ton projet. Tu payes, tu donnes tout, tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie, tu donnes ton argent. Et c'est vrai que c'est difficile de demander ça à une autre personne qui est pas à l'origine du projet. Et finalement, c'est plutôt logique. Hein. C'est plutôt logique. Donc voilà, on a trouvé nos partenaires avec qui on s'entend très bien et ça fonctionne bien. Et je pense que pour qu'un projet marche, il faut aussi un bon entourage comme ça. Et les partenaires, tu les trouves au fur et à mesure du temps. Je vois exactement ce que tu veux dire. Oui, il faut de la confiance pour te dire ok, ok, j'intègre une nouvelle personne à l'équipe Ouais. qui a bossé sur mon projet, mais mon projet c'est quoi? C'est aussi un peu mon bébé, quoi, tu vois. C'est normal, tu veux pas le donner à n'importe qui. Franchement, je vais te dire un truc. Je mange, je dors, je vis Bastion MC, vraiment. Je pense tout le temps à ça. C'est un truc. On a tellement envie de le réussir avec Mathis que on va tout donner, tu vois. On va vraiment tout donner. Et c'est aussi un peu, je sais pas si j'en ai parlé, mais c'est aussi un peu une petite revanche, comme je te disais. On a participé à des projets, on n'a jamais vraiment réussi. Et là, on veut notre revanche. On va y arriver. Oui, bah oui, bien. Je vois par rapport à ce vieux projet là, tu te dis cette fois-ci le projet il est mûri, Ouais. je suis avec la bonne personne, parce qu'on parle de toi, on parle de Mathis, mais justement vous êtes que deux, c'est rare de voir aussi des serveurs avec Ouais, juste c'est vrai. deux personnes dedans, donc là là-dessus franchement déjà moi c'est quelque chose qui m'impressionne hein, de mon côté. C'est vrai qu'on a un Pour petit le peu coup. tryhard. Disons qu'on s'est un petit peu tué à la tâche. Mais tu vois, c'est difficile de demander à un builder qui rejoindrait la team de vivre, de manger et de dormir Bastion MC. Encore une fois, tu vois, c'est très difficile c'est très difficile parce que toi, tu veux tellement pour ton serveur que tu le calques un peu sur les autres. Et tu le fais Ouais. inconsciemment aussi. Tu le fais aussi inconsciemment. Même si tu le sais, tu le fais. Tu peux pas t'imaginer que quelqu'un soit pas autant à fond que toi. C'est difficile en fait. Enfin, voilà. D'ailleurs, je tiens à dire qu'on a 3 helpers qui ont rejoint la team depuis peu. Voilà, c'est des personnes qu'on connaît depuis longtemps, mais ils ont tout de même rejoint le staff il y a pas longtemps. Voilà. Ah, c'est cool. De toute façon, plus on est de fous, plus on rit. Mais oui, je comprends tout à fait cet aspect-là que le projet prenne énormément d'importance. Finalement, prenne plus d'importance que ton boulot d'enseignant presque. Finalement, le boulot d'enseignant, c'est juste un petit truc à côté, quoi. Ouais, franchement, j'adore mon métier, mais je taffe encore plus. Enfin, je taffe beaucoup plus sur le serveur que. Je dis pas que je taffe pas, hein, attention, je travaille, je fais mon travail, j'espère correctement en tout cas, mais je taffe tellement plus sur le serveur. Voilà. J'imagine, oui. Alors, je pensais à ça tout à l'heure. Est-ce que tu as suivi le Minecraft Live? Minecraft Live. Le Minecraft Live, alors il a été host par moi-même ainsi que Norcam et Akerk, donc on l'a host à 3. Il y a une petite react du Minecraft Live. C'était pas samedi dernier, mais celui d'avant. Et alors, je pense à ça parce qu'ils ont annoncé une feature intéressante
Voilà, je t'en parle, ça te donnera peut-être des idées. Sortir une lance. Est-ce que tu en as entendu parler? Ouais, j'ai entendu parler de ça, oui. J'en ai entendu parler, effectivement. J'ai vu ça à plusieurs endroits, des gens qui commentaient. Alors, je sais pas trop, niveau actualité Minecraft, alors, ça peut paraître étonnant, mais je suis pas trop. J'ai tellement la tête dans le serveur, comme je te disais, que le reste. Je te comprends, oui. Et puis ça accélère depuis quelques temps parce que de base, bon bah c'était une grosse version par an et puis bah soit t'avais ceux qui étaient intéressés dès le début et qui suivaient Snapshot, soit bah dès que t'as une release candidate, Mm. tu suis un peu ce qui commence à sortir. Là, il y a beaucoup, vu que c'est en game drop, il y a plein de choses, ça arrive un peu de tous les côtés. Il y a Zilio qui nous dit trop bien la lance, juste la texture mid. C'est un choix. Pour le coup, ça ressemble à ce qu'on avait déjà sur Minecraft Dungeon, donc ça m'étonne pas trop la texture. Mais voilà, donc je te parle de lance parce que je trouve ça sympa. Il y a une certaine physique autour de la lance où ils ont voulu faire euh, une arme qui est comme comme une lance en fait à l'époque des chevaliers où justement euh, il faut quand Je veux dire. même un élan, une vitesse pour commencer à faire des dégâts. Ah oui, ok. En gros, est-ce que ça redéfinit un peu la gravité sur le jeu ou pas? Un peu, ouais. Alors, il nous expliquait dans le live que la lance, en fait, penchait un peu vers le bas, en fait, pour faire cet Ah effet aussi de oui, lourdeur. d'accord. Et en fait, euh, en fonction de la vitesse que tu as, ça peut faire plus ou moins de dégâts. Et donc, on a eu plusieurs exemples à cheval, sur des bateaux sur de la glace, par exemple, Hmm. ou même par Elytra. Et donc, Ah, ça peut en donner des. fonction, tu fais des dégâts différents. Et je te dis ça parce que justement, nous, on a tout de suite trouvé, en voyant ça, il y avait un fort potentiel pour les serveurs mini-jeux. Franchement, là, de ce que Euh, j'entends, ouais, ça peut faire et des donc, trucs voilà, je vraiment me bien. dis, faut que je t'en parle. Peut-être qu'il peut y avoir une idée, peut-être Bah, qu'il y aura merci quelque pour l'idée. chose. Le souci, c'est que pour le moment, on est en 1.21.4 parce que on a besoin de stabilité quand même avant de développer avec une version de Minecraft. Pour le moment, elle est trop neuve. Enfin, tu vois, c'est trop neuf, la 1.21.8, je crois, c'est ça? Oui, il y a la point 9 qui est ou qui va sortir, et ce sera même pas dans un point 9, ce sera encore un peu après. Ah, ok, mais tu sais quoi, dans ma tête, c'était même en train de sortir, là. C'était une snapshot, je sais pas quoi. Non, alors, j'ai oublié la date, je crois que c'est le 30. C'était le 37. Je sais plus. Mais il y a les Copper Golem qu'on attend encore, ou qui viennent Ah non, juste de sortir. les Copper Golems sont sortis déjà. Ils sont sortis fin du Ouais, mois ouais. alors, si je me trompe pas. Ça doit être ça. Euh, voilà, et donc Copper Golem qui vient enfin de sortir. Euh, et là, du coup, bientôt arrivent, les lances. Alors, il y aura d'autres choses comme le Nautilus, donc un autre petit map dont on a entendu parler. Mais ça, je t'invite vraiment à aller te renseigner. Je trouve, bon, il y en a qui aiment pas cette mise à jour. Je trouve que d'un côté, d'un côté mini-jeu, c'est intéressant. C'est intéressant et il y a peut-être deux, trois features, deux, trois idées de mécanique que vous allez pouvoir avoir. Franchement, de ce que tu me dis, ouais. Honnêtement, oui. Et puis l'introduction d'une nouvelle arme, même le marteau, tu sais que le marteau, je m'y suis jamais trop intéressé, je sais pas trop ce qu'il fait. Faudrait que je m'y intéresse. Ça pourrait me donner des idées aussi. Eh ben oui, je Après, t'invite. le truc, c'est que il faut aussi faire à l'échelle de ton serveur, c'est-à-dire que nous, pour le moment, bah, on est en bêta test déjà, on a très peu de joueurs, donc on peut pas développer 50 jeux, tu vois. Oui, j'imagine. Là, actuellement, vous êtes à combien De combien de de jeux? Qu'est-ce que vous avez comme jeu finalement là pour 5. le moment? Là, on en a 5 qui sont validés. Donc on a le dodgeball, balle aux prisonniers, on a poule renard vipère,
Je sais pas si tu connais un petit peu le jeu de cours de récréation. Bah écoute, si tu veux, pour tout le monde, là, tu me dis le nom et tu m'expliques en 2 mots à quoi correspond le jeu, si tu veux. Alors, en 2 mots, alors, allez, en 2 mots. Bon, moi, je C'est fais assez- 2. En vrai, c'est assez simple en 2 mots. Tu as 3 équipes, les poules, les renards, les vipères. Les vipères peuvent chasser les renards les poules, et les poules peuvent chasser les vipères. Et en gros, c'est un PVP par équipe avec t'as des sorts défensifs qui dépendent de ta classe, et des sorts offensifs aussi qui dépendent de ta classe. Et le but, c'est d'aller mettre KO tes adversaires pour les emprisonner. Donc en gros, tu les captures, tu les portes sur ta tête et tu les amènes à ta prison. Voilà, Ok, voilà. je vois. Ensuite, on a un Arrose. Alors Arrose, c'est le seul jeu qu'on a laissé intact qui existe déjà parce que en fait, on adore ce mode de jeu. C'était un mode de jeu qui était sur Epicube. Je crois qu'il a un autre nom aussi. Bon, c'est assez simple. En gros, t'as un arc, tu one-shot les gens avec ton arc et t'as qu'une seule flèche. Et chaque fois que tu fais un kill, t'as une nouvelle flèche. Bon, je résume rapidement, hein, mais C'est parfait, c'est pas... c'est parfait. Ensuite, on a le Tower. Je sais pas si tu connais Tower de l'époque. Alors, Tower, alors c'est vieux, c'est un truc par équipe, il y a 2 équipes, et le but c'est d'aller dans la... Il y a une sorte de petite piscine, j'ai dit, mais un petit bac dans le camp Si, adverse, si, donc si, tu dois ça. rejoindre le camp Exactement. adverse pour marquer un point. On appelle ça une piscine, effectivement. Et du coup, on a repris le concept, mais on s'est dit, on va apporter de l'originalité. Donc, on a fait tout un gros travail. On a ajouté un système de talents. Donc, c'est des talents passifs qui te donnent des bonus selon ce que tu veux faire, que tu peux choisir. On a ajouté des items magiques, on va appeler ça. Donc, c'est des items à effet, tu vois. Et on a mis 4 équipes. Et ben, ça donne un résultat. C'est incroyable. D'accord. C'est vraiment incroyable, ça donne beaucoup de dynamisme, ça favorise énormément les stratégies, contrairement aux une équipe contre une équipe. Donc voilà, on est très fiers. Bah oui, j'imagine. Alors, est-ce que tu as des exemples de comment se déroule une partie, du coup, avec les différents sorts, les talents que tu viens de me parler, et les 4 équipes, justement, parce que c'est vrai que là, comme ça, j'ai du mal à voir ce que ça donne. Ben, c'est 4 équipes de 4. C'est comme en Bed Wars, tu dois build pour avoir accès aux autres bases. Et le but, donc, c'est de plonger dans un carré de 3 blocs par 3 blocs pour marquer un point. Donc, c'est du PVP. Tu builds, tu rush, tu peux rush à différents niveaux, tu peux te mettre un peu sous la map, un peu au-dessus de la map. Et ce qui est bien en 4 équipes, c'est que vraiment tu as de la stratégie parce que, alors j'ai pas précisé, mais contrairement au Tower classique, on ne marque pas des points, mais on fait perdre des points aux adversaires. Ok. Et si t'as plus de points et que tu te fais éliminer, t'es éliminé définitivement. Un peu comme un Bed Wars en fait. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pour la comparaison. Et Ouais, je vois. en fait, ce qui est trop bien en 4 équipes, c'est que tu vas rush un adversaire, tu vas le mettre à 7 points, parce que tu commences à 10 points. Bah là, tu vas te dire, ouais, mais en fait, est-ce que je continue à le rush lui? Est-ce que je me défends d'une autre équipe? Est-ce que j'attaque une autre équipe, tu vois? Et en fait, comme il y a beaucoup de dynamisme, parce que tu as des gens de partout un peu, bah ça fait que ça rend le truc vraiment très très stratégique, et c'est super sympa à jouer. Et donc après, comme je te disais, tu as des talents pour personnaliser un peu ta partie. D'ailleurs, tu peux changer en cours de jeu, hein. Par exemple, tu peux choisir un talent pour être plus fort dans une base ennemie, pour être plus résistant chez toi. Tu as un talent qui renvoie des flèches, qui donne une chance de renvoyer une flèche ou des trucs comme ça. Et donc tu personnalises un petit peu ta partie comme tu as envie, comme tu préfères. Ok, Voilà. ouais, c'est super chouette. C'est vraiment pas un copier-coller du classique et j'invite tous ceux qui connaissent pas à tester. Bah, ça donne vraiment envie. Et justement, euh, je repense à ce tout début, du coup, tout début de l'émission, on parlait justement de l'originalité. Et je reprends exactement ce que tu as dit, faire du neuf avec du vieux. Là, on est en plein dedans, quoi, finalement. Exactement.
exactement. À part le Arrose, je serais catégorique moi-même, hein, parce que je suis un peu pénible en fait, c'est ça qu'il faut l'avouer, hein. Mais j'avoue qu'un jeu pas original, je serais pas d'accord pour l'ajouter sur le serveur. Et on est deux hein, à décider, évidemment, je le rappelle. Mais je pense que je ferais un petit caca nerveux si jamais on me proposait d'ajouter un jeu qui n'existe déjà. Oui, je comprends. Voilà. Il y en a un dont tu nous as pas parlé, c'est le Hit War. Ouais. Le Hit War, c'est un FPS. Je sais plus comment on appelle ça. Une mêlée générale, en gros. C'est pas comme une Fortnite et tout. C'est juste, bah, t'es tout seul dans ton équipe, quoi. Et le but, c'est de marquer le plus de points possible. Donc comment tu marques des points? C'est en éliminant tes adversaires. Sauf qu'il y a tout un système de hit. En fait, la hit, c'est les points que tu vas gagner et que tu vas perdre en fonction de tes actions. Donc si tu tues quelqu'un, tu vas gagner de la hit. Si tu meurs, t'en perds. Si tu fais pas de kill pendant un certain temps, t'en perds. Donc en fait, ça rend vraiment le jeu dynamique parce que t'as pas le droit de rien faire. Si tu veux être le meilleur, il faut que tu prouves que t'es le meilleur, quoi, tu vois. Et il y a un système de cibles. Donc chaque joueur a une cible qu'il doit éliminer et la cible change toutes les X minutes. Et tout ça, voilà, ça rend un peu le jeu original parce que ça. Bah déjà, par exemple, tu perds des points si tu fais pas de kill, tu vois, c'est des choses que tu vois pas forcément. Mais ça ajoute beaucoup de dynamisme. Et on a fait tout un pack de textures avec tout un système pour viser, donc c'est très sympa. C'est vraiment FPS pour le coup. Ok, ouais, super sympa. Alors, je vois aussi une histoire de Most Wanted. Ouais, effectivement. J'essayais de résumer en gros. À partir de 8 minutes, donc en gros, il y a 2 phases dans le jeu. La première phase, c'est à peu près ce que je t'ai expliqué, hein, même s'il y a des choses en plus, mais je ne vais pas rentrer dans les gros détails. Et la deuxième étape, la personne qui a le plus de points, et ben en fait, elle va être pourchassée par tout le monde. Alors ça ne veut pas dire que les autres ils peuvent pas s'éliminer entre eux, hein, mais en gros, la personne qui a le plus de points, ça va être la personne à abattre. Et si tu la bats, tu gagnes beaucoup de points. Et cette personne, le Most Wanted, si elle fait des kills, elle gagne plus de points qu'en temps normal, parce que sinon ce serait trop facile, tu vois. Et donc le but, en gros, c'est ok, t'es le meilleur pendant les 8 premières minutes, mais est-ce que tu vas tenir jusqu'au 10? Oui, je vois. Ok. Ah, ça remet du challenge à la fin. Trop bien pour renforcer Ouais, la ça situation. rend. Exactement. Et j'ai oublié de mentionner aussi, mais t'as des classes. Donc chaque classe, tu peux choisir une classe au début du jeu, et chaque classe a une compétence et des compétences passives. Style indétectable par les drones, indétectable par les missiles, un bouclier, des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Ok, ouais. Inspiré, là, ce que tu dis, c'est inspiré de Call of Duty finalement. Franchement, pas du tout parce que. Alors j'ai joué à Call of Duty, mais j'ai pas du tout suivi les derniers trucs. C'est vraiment sorti de notre cerveau. Euh, En fait, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit au début. Généralement, quand tu réfléchis à un jeu, tu réfléchis à une mécanique Minecraft aussi. Bon, le Hit War, c'est un peu le mauvais exemple, mais voilà, tu essaies de te baser sur une mécanique qui existe sur Minecraft et ensuite de construire tout ça autour. Voilà. Encore une fois, Et venez donc, tester, c'est trop bien. bah, j'imagine, ça me donne envie là. Pour les coups, Moi j'espère que aussi, ça donne viens aussi tester, envie. n'est-ce pas? Viens tester. J'espère que ça donne envie à nos éditeurs également. Euh, et oui, du coup, pour le dodgeball, du coup, que tu as juste évoqué sans aller plus loin, du coup, c'est une balle au prisonnier plutôt classique, mais là où la difficulté, c'était de faire du coup une vraie physique finalement. Oui, exactement. Une physique des rebonds, on va dire. C'était un énorme challenge, hein, parce que, alors, le dodgeball, il est passé par plein d'étapes, hein. Premier système que j'ai fait avec les événements Projectile Event. Alors, pour ceux qui ça parle, en gros, c'est quelque chose qui est déjà intégré à Paper, parce qu'on utilise Paper. Ça marchait pas, parce que pour les raisons que je t'ai énoncées tout à l'heure.
les projectiles, c'est super mal géré. Donc ensuite, il a fallu faire un système personnalisé de projectiles. À partir de là, ensuite, tu crées les rebonds. Et à la base, c'était une équipe de 4 contre une équipe de 4 avec une balle. Alors ça marchait bien, mais finalement, on s'est rendu compte que ça manquait de dynamisme et tous les joueurs nous demandaient, faut ajouter des balles. Et donc ça a été la dernière étape que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Ça m'a cramé le cerveau, mais littéralement. C'était de rajouter plusieurs autres balles. Donc voilà, maintenant c'est une 4 équipes contre 4 équipes. C'est une équipe de 4 contre une équipe de 4, avec 3 balles en jeu. Et donc tu peux tirer pour toucher tes adversaires, tu peux smatcher, tu peux bloquer la balle, tu peux filer la balle à ton allié et tout et tout. Voilà. Ok, ouais, donc ça rajoute un vrai dynamisme, il se passe jamais rien puisqu'il y a 3 balles à gérer en même temps, ça rend la chose même plus compliquée, plus challengeant, quoi. Ah ouais, carrément, il y en a de partout, hein, vraiment. Et à la base, tout le monde me disait, faut rajouter des balles. Puis moi, tu vois, j'avais envie, mais dans ma tête, ça va être tellement compliqué à faire que le jeu est déjà assez bien, tu vois. Mais en fait, non. Le jeu n'était pas assez bien, et les joueurs m'ont bien fait comprendre. Et finalement, là, d'avoir ajouté les balles, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et finalement, on a réussi. Bah, félicitations. Franchement, là, les 5 jeux, ils sont super. Est-ce que du coup, là, comme ça, je te tire un peu les verres du nez, vous êtes sur quelque chose en ce moment? Peut-être si tu peux nous sortir 2-3 infos, vas-y. Ouais, alors pour le moment, c'est une idée. Hein. Tu te rappelles de ce qu'on a dit tout à l'heure? On part d'une idée. Comme je te disais, on a la mécanique de scale, donc la taille des joueurs, qu'on trouve très très intéressante. Et on a une idée d'un CTF, donc c'est une capture de position, qui utilise cette mécanique. Voilà. On n'en dira pas plus parce que déjà nous-mêmes, on n'est pas très certain de ce qu'on va faire. On a des idées, hein, mais voilà. On a des petites Ça idées. marche. J'ai Fox dans le chat qui me dit aussi les rebonds entre les balles. Oui, alors parce que du coup, quand tu nous disais que tu as rajouté les balles, c'est vrai que du coup, et c'est ce que tu m'avais dit, hein, gérer comment les projectiles marchent à physique entre d'autres projectiles, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un truc que j'ai dû rajouter parce qu'à la base, quand il y avait une balle, deux balles pouvaient pas se rebondir l'une sur l'autre. Bien sûr. Mais voilà. C'était vraiment pas évident. C'était des beaux petits calculs de vecteurs comme on les aime, avec des cercles trigonométriques et tout ça. Et finalement, avec des maths, on fait tout. Hein. On fait tout. Ben oui, finalement. Mettez vos maths, c'est ça le message de ce soir. Oui, voilà, mettez vos maths. Mais dis-toi que la détection de projectiles est tellement mauvaise que, en gros, par exemple, pour les rebonds, j'ai dû faire des calculs mathématiques parce que, en gros, la balle, elle n'arrive pas sur le joueur, elle va le traverser un peu. Et du coup, tu fais des calculs mathématiques pour savoir où est-ce qu'a eu l'impact sur le joueur. Tu vois. Ouais. Bref, un petit enfer à faire, mais ça passe. J'espère que à tes élèves, tu leur apprends les maths et les vecteurs avec des exercices de vélo prisonnier aussi. Alors, les vecteurs, on n'a pas le droit de parler de vecteurs tant qu'on n'est pas au lycée. Ah oui, c'est au lycée. Je sais pas si tu te rappelles, on appelle ça des translations. C'est des translations, les vecteurs, mais on utilise ce terme au collège. Et déjà, on n'utilise pas de coordonnées, on n'utilise pas de... C'est juste des dessins pour le moment, de la géométrie. Ouais, ça marche. C'est vrai que, tu sais que j'y pense de temps à autre, je me dis, mais toutes ces choses sur Minecraft que je fais au quotidien, il faudrait que je les transcrive dans une séance de cours ou quelque chose, ça pourrait être intéressant. Moi, je pense que ça peut intéresser des élèves, notamment certains allergiques aux maths, comme j'en ai fait partie. Fut un temps. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais. Moi, pour le coup, c'est pas le sujet, mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec les maths scolaires, alors qu'au final,
des sujets où les maths rentraient dedans, ça m'intéressait de fou, mais ouais, maths scolaire, moi j'ai toujours eu du mal. Après, tu sais, les maths scolaires, il y a pas beaucoup de profs qui expliquent à quoi ça sert finalement. Mais ça sert pas qu'à faire des maths, ça sert pas qu'à utiliser des théorèmes et tout ça. J'essaie souvent d'expliquer à mes élèves que ça sert aussi à construire de la logique et le cerveau simplement. Hein. Logique et réflexion, hein, bien Ouais, sûr. un élève de 14 ans, son cerveau, il est pas achevé entre guillemets. Hein. Le cerveau humain euh, n'a jamais fini d'être développé, mais à cet âge-là, tu as encore beaucoup de choses à développer dans le cerveau. Et les maths, c'est beaucoup fait pour ça aussi. Tu vois, une personne qui n'a pas fait de maths pendant sa scolarité, on va dire, elle va pas arriver avec le même capital cognitif qu'une personne qui a fait des maths. Voilà. C'était la minute pub des maths, incroyable. 5 minutes maths, voilà, j'espère que vous avez la minute Je m'attendais maths. pas à faire de la pub pour ma matière. Hein. Et bah, Non, mais écoute, ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup. j'ai une question finale pour toi, avant que l'émission se termine. Au final, comment tu vois l'avenir des serveurs mini-jeux sur Minecraft? Des serveurs mini-jeux en général. En général, Oui, pourquoi pas? eh ben, tu sais quoi? Je fais pas mon projet pour rien. Alors, tu sais ce que je vais te dire? Je vais y aller Dis-moi avec tout. beaucoup de culot. Je vais dire, eh ben, l'avenir du serveur mini-jeu, eh ben, c'est nous. Et on va entraîner les gens à rejouer à des mini-jeux. Voilà. Eh ben, je l'espère grandement, mais franchement, les jeux sont cool, ça a attiré mon attention. Je viendrai essayer. Vous aussi, les loulous auditeurs, venez essayer, rejoignez Bastion MC. En plus, on est super sympa. Voilà. On s'amuse Bah, beaucoup. écoute, je pense qu'ils l'ont vu que tu étais notamment toi super sympa. Non, j'ai mieux. S'il y a des lycéens et tout, venez, on vous rajoute 1 point sur la moyenne de maths. Un genre sur Bastion MC. J'ai des contacts. Faudra moi de mon côté que je rencontre Mathis, un de ces 4. Ah oui, il faut le rencontrer. Il a beaucoup de choses à dire lui aussi. Voilà. Et bah écoute, merci à toi pour l'émission. Ça m'a fait très plaisir, c'était super intéressant. J'espère que ça t'a plu, à toi aussi. Bah oui, c'était carrément cool. Et je te remercie beaucoup en retour. Hein. C'est plutôt moi qui te remercie, je pense. Bah, pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, je sais. Souhaite-moi d'avoir plein de bêta-testeurs. Parce que c'est galère à trouver. Venez bêta-tester chez nous. On galère à trouver des testeurs. Mais une fois que vous allez jouer au jeu, vous allez devenir accro, vous inquiétez pas. Bah ça marche, bah, merci beaucoup. Et on te souhaite tous les bêta-testeurs du monde, surtout les meilleurs. Et merci à toi. Merci pour ton temps et bonne soirée à toi. Et bonne soirée à tout le monde, bonne soirée le chat. Merci, bonne soirée à tous.